Bonsoir. Nous sommes le mercredi 7 septembre, en fin de journée. Et je voudrais revenir sur cette astrologie alpha-oméga qui me paraît fonder une nouvelle psychologie, tourner une nouvelle page de l'histoire de la psychologie. En mettant l'accent sur la problématique cyclique. À quel moment passe-t-on de l'état alpha à l'état oméga? Et à quel moment revient-on de l'état oméga à l'état alpha? C'est la question qui se pose, et la réponse, c'est que cela correspond à la configuration que forme Saturne avec le carré des étoiles fixes royales que l'on connaît, semble-t-il, depuis belle lurette, depuis peut-être plus de 5000 ans. En tout cas, il faut rappeler que cette articulation de la planète avec des étoiles fixes est tardive dans l'histoire de l'astronomie. Certains astrologues ont encore soutenu récemment qu'on connaissait les planètes depuis très longtemps comme différentes des étoiles, mais c'est faux. Enfin, je veux dire, c'est faux. C'est une façon d'affirmer les choses. Je ne sais pas très bien où on veut en venir en disant cela. Car c'est précisément la découverte de cette différence. Je ne parle pas d'ailleurs des planètes autour du Soleil et de Vénus, parce que finalement, leur course est prévisible. Quand on connaît celle du Soleil, on connaît celle de Mercure et Vénus à quelques degrés près. Non, c'est le trio Mars, Jupiter, Saturne qui nous intéresse ici, et dont la découverte a été certainement un moment très important, aussi important que la précision des équinoxes, et aussi important que l'héliocentrisme. Et quand je dis aussi important, c'est un understatement. Donc pour l'astrologie, en tout cas, c'est ce moment-là qui est fondateur, carrément fondateur. C'est pas dire qu'il n'y a pas eu une astrologie avant cela, mais à ce moment-là, c'est une astrologie qui a donné naissance d'ailleurs au thème astral, une astrologie où l'on regardait le ciel dans sa globalité, étoiles et planètes confondues, et on ne les connaissait pas. Si on regardait certaines planètes, on ne les reconnaissait pas en tant que planètes. On les connaissait en tant que points lumineux dont on ignorait exactement le mouvement. Et on pouvait croire qu'on n'avait aucune connaissance du fait qu'il y avait des astres qui bougeaient, d'autres qui ne bougeaient pas, ou on croyait qu'ils tous bougeaient, ou que tous ne bougeaient pas, etc. Donc ça, c'est une astrologie primitive qui se fonde sur une astronomie de position, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore comment les astres avancent, quelle est leur durée de révolution, mais on peut étudier leur relation entre ces astres. Justement, c'est toute la question. C'est que d'un côté, on a une astrologie qui organise les rapports entre les différents astres, mais qui est incapable d'étudier le moindre astre dans sa cyclicité. Et de l'autre côté, on a une astrologie qui renonce à cette carte du ciel où on combine un peu n'importe quoi pour se concentrer sur un processus planétaire dont les deux manifestations les plus intéressantes que l'on connaisse pour l'instant, qu'on peut connaître, c'est Albumazar avec son couple Jupiter-Saturne, Albumazar qui appartient au Xe siècle à peu près de notre ère, et qui s'intéresse donc à Jupiter-Saturne. Donc 2 des 3 planètes que l'on a découvertes, disons, il y a quelques milliers d'années, et d'autre part, André Barbeau, par exemple, qui a également qui s'est intéressé à certains cycles planétaires, et même s'il s'est intéressé à plusieurs cycles planétaires, chaque cycle planétaire, il l'étudiait spécifiquement et spécialement, comme le fameux cycle Saturne-Neptune. Alors,
Donc là, on a une astrologie totalement différente. Et qui correspond à ce qu'on appelle un peu l'astrologie mondiale, mais c'est une façon de parler. Parce que moi je préfère astrologie cyclique à astrologie mondiale, parce que cette astrologie cyclique, elle nous interpelle aussi au niveau de la vie sociale, de la vie relationnelle, de la vie privée. Non pas avec une capacité d'étudier la personnalité dans sa particularité, mais d'étudier, un peu comme le fait d'ailleurs Freud avec le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire d'étudier comment chacun d'entre nous gère les mêmes questionnements, mais avec chacun des réponses différentes. Ce ne sont pas les questions qui nous différencient les uns des autres, ce sont les réponses. Or, l'astrologie, elle nous parle des questions. Donc, c'est des questions qui s'intéressent, qui nous interpellent tous. Et comment nous y répondons, je suis désolé de dire, ce n'est pas de l'astrologie, ce n'est pas à l'astrologie d'y répondre. Et c'est là l'erreur que commettent certains astrologues qui veulent à la fois faire les questions et les réponses. Les questions sont peu nombreuses, les réponses peuvent être infinies. Et l'infinité n'intéresse pas la démarche scientifique. De la même façon, on peut vendre une même voiture et savoir que chaque automobiliste la conduira autrement et que chaque autre voiture aura à la fin une histoire personnelle. Bon, mais ce qui est important, c'est la question, c'est-à-dire c'est le point de départ, et après, les choses se spécifient. Et là, l'astrologie n'a plus son mot à dire, si ce n'est que, précisément, il y a tous les 3 ans et demi environ, de nouveaux rendez-vous, de nouveaux basculements, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, puisque même si ce sont les femmes qui, selon moi, sont marquées par ces processus qui sont intérieurs pour les femmes deviennent des processus extérieurs pour les hommes, et donc ils ne peuvent pas non plus les ignorer. C'est là il y a une ambiguïté, il y a une dualité qui est intéressante. C'est-à-dire que les astres sont quelque chose d'intérieur pour les femmes, et donc c'est le monde extérieur qui n'est pas astrologique, et pour les hommes, l'astrologie est extérieure, mais c'est leur monde intérieur qui n'est pas astrologique. On peut dire ça comme ça. Alors revenons à cette dualité alpha-gamma, alpha-oméga, excusez-moi, oméga voulant dire en grec le grand O, méga. Alors, il faut bien comprendre que cette astrologie alpha-oméga, elle nous parle donc des femmes en particulier, et de la façon, bien entendu, dont les femmes interviendront dans la vie des hommes et vont déstabiliser, vont perturber la vie des hommes quelque part, par leur revirement, tous les 3 ans et demi environ. Et là, nous avons donc une dualité, une très puissante dualité dans le psychisme féminin, qui à mon avis est une dualité qui est tellement forte qu'elle doit passer par une forme d'amnésie, c'est-à-dire que la femme, les métamorphoses que subit la femme du fait de ses rapports avec le cosmos, métamorphoses qui existent également d'ailleurs au niveau de la menstruation, enfin d'une certaine manière, et qui existent aussi au niveau de la ménopause, donc que la femme est un être de transformation. Et donc, ces transformations, il faut que les femmes les sachent, connaissent ces modalités de transformation, de mutation, presque on pourrait dire, même si ce sont des mutations cycliques, elles sont comme des mutations. Et dans la phase alpha, la femme, en quelque sorte, reconnaît ce qu'elle doit à l'homme, n'est-ce pas? Alors à César, ce qui est à César, et elle boit à la fontaine, elle boit à la source de l'homme. Vous connaissez le fameux proverbe, ne jamais dire à une fontaine qu'on ne boira plus jamais de ta source. Donc elle boit à la source de l'homme, elle se livre à l'homme en quelque sorte, elle s'ouvre à l'homme plus exactement, et là en effet elle est dans l'état de réception. Mais la question c'est de savoir si ce processus ne s'affaiblit pas sensiblement avec l'âge. Donc il est certainement plus puissant et plus fort lorsque la femme est jeune que lorsque la femme est plus âgée.
Alors, ne parlons même pas de la ménopause qui peut éventuellement, elle aussi, perturber le processus cosmique. Donc finalement, globalement, nous dirons, mais c'est une position que je mets comme ça sur le tapis, on pourrait revenir dessus, que le processus cosmique est véhiculé par les femmes dans leur jeunesse, si vous voulez. Et c'est là que le processus est le plus fort, le plus puissant. Je ne veux pas donner d'âge particulier, mais bon, disons que c'est à ce moment-là. Donc la femme jeune est un acteur important, puisqu'elle est mue. Elle est mue par des signaux cosmiques. Donc elle a une responsabilité à ce niveau-là, d'aller vers l'homme pour s'inspirer de lui, pour recevoir, comme une étudiante par exemple, comme quelqu'un qui vient se former. Mais vient la phase oméga, au bout de 3 ans et demi, c'est la durée par exemple d'une licence à la fac, mais c'est pas. Ces 3 ans et demi, ça tombe au même moment pour tout le monde. Hein. C'est pas 3 ans et demi pour l'un qui sont décalés par 3 ans et demi pour l'autre. Non, c'est au même moment, c'est synchronique, dans ce sens-là. Vient la phase oméga, où la femme se ferme. Elle se ferme. Elle se ferme, mais elle entend bien exploiter tout ce qu'elle a pu recevoir de l'homme, bien évidemment. Mais justement, avec le sentiment qu'elle en a bien, elle en a obtenu suffisamment, si vous voulez. Elle en a bien profité. Et donc, elle préfère continuer sur sa lancée. C'est-à-dire, finalement, se passer de l'homme, ce qui correspond un peu à ce que j'appelle le passage du bœuf au lion, si vous voulez. Le bœuf animal qui se soumet, qui est servile, qui est serviable, et puis le lion, donc l'animal du printemps, le bœuf, et le lion, animal de l'été. Et il y a une rupture fondamentale entre le printemps et l'été pour moi, qui correspond au solstice d'été. Comme il y a une rupture fondamentale entre l'automne et l'hiver, qui correspond au solstice d'hiver, qui est marqué notamment par Noël, par la nouvelle année, etc. Et donc, effectivement, c'est là, l'axe est important, c'est l'axe solsticial qui est beaucoup plus important que l'axe équinoxial. En fait. Et comme d'ailleurs l'a dit Jean-Pierre Nicolas, il a raison, c'est au solstice d'été qu'il y a une chute, il y a un arrêt du processus lumineux, et progressivement on retombe. Et le processus hivernal, c'est le contraire, il y a un arrêt de la chute et on remonte. Ça a bien été compris, ça d'ailleurs, puisque c'est comme ça qu'on célèbre en effet la naissance de Jésus le 25 décembre, qui correspond en gros au solstice d'hiver. Donc c'est une renaissance. Et donc, la phase oméga est une phase où la femme essaye de s'émanciper de l'homme. Et donc on a cette phase oméga, c'est-à-dire ces deux plateaux de la balance. On disait l'autre jour, qui ne correspondait absolument pas à un processus harmonique, mais au contraire à un processus d'opposition. Comme la maison 7 est aussi la maison, parce que la maison 7, c'est l'axe ascendant-descendant, c'est un petit peu cette valeur oméga en quelque sorte. Donc, c'est un moment où la femme prend son envol en quelque sorte et essaye de construire un monde sans passer par le génie masculin. Et elle va essayer de s'en émanciper, de s'en libérer et de faire ses preuves. Et là, il y a une autre civilisation
et on peut appeler ça la civilisation oméga, euh, qui est un petit peu la phase de décolonisation, si on peut dire. Et je dis ça délibérément, parce que vous savez comment fonctionnait la décolonisation dans un certain nombre de pays. Le colonisateur s'en va, on le fait partir, on l'évacue, et on garde ce qu'il a laissé, les voies ferrées, les immeubles, etc., que l'on entretient plus ou moins bien d'ailleurs. Hein. Et parfois on a des délabrements, mais il y a les vestiges de la colonisation. Donc la phase oméga est une phase de décolonisation dans tous les sens du terme. Et c'est dire pour cela que ça correspond à 1960, à 1989, à 2011, etc. Décolonisation, à la fois au sens du colonisateur, mais aussi au sens du chef, du dictateur, du guide, du raïs, voilà, etc. Et pendant cette période-là, on assiste à une sorte de mimétisme de la part des femmes face aux hommes, avec une forme d'ingratitude, on peut vraiment le dire, effectivement, je dirais même de désaveu, en disant oui, les hommes, bon, très bien, bon, enfin, on peut très bien s'en passer, et puis ils sont pas mieux que nous. Donc elles essayent de. C'est une sorte d'ère nouvelle, mais ça ne dure pas très longtemps, parce que tout ça, toutes ces phases ne durent que 3 ans et demi, alors vous imaginez bien. Mais 3 ans et demi, c'est très long, quelque part. Et c'est une phase de pénurie, si on veut. Parce que petit à petit, bien sûr, la pénurie va s'installer. Cette espèce de. C'est comme. Voilà, au début, c'est le retour du fils prodigue. C'est-à-dire, la phase oméga, c'est le moment où le fils prodigue s'en va. Il demande sa part d'héritage, et la femme est une héritière, effectivement. Il s'en va, et puis il court sa chance, etc. Et évidemment, tout ça, ça va s'épuiser assez rapidement. On va arriver à des expédients, on va arriver à s'endetter, etc. Et il y aura le retour du fils prodigue avec la nouvelle phase de conjonction, lorsque la femme reviendra vers l'homme, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs, avec ce Saturne qui repasse une fois pour toutes, enfin une fois pour toutes, c'est une façon de parler, qui repasse une fois de plus sur l'étoile fixe Antares, avec des phénomènes de rétrogradation qui ont fait que les choses sont toujours plus ou moins complexes, parce que la rétrogradation fait des allées et venues, des fausses sorties, etc. Bon, voilà ce que je voulais dire sur la dynamique alpha-oméga. Et ce que je voudrais, c'est que les psychologues, les sociologues, les politologues utilisent cela de manière très, très simple. C'est-à-dire, vous dites, voilà, est-ce que vous observez, alors je ne parle pas d'astrologie là, simplement, est-ce que vous observez ce mouvement duel? Est-ce que vous observez ce processus-là? Alors, parce que ce processus-là, il n'est pas uniquement dans les rapports entre les femmes et les hommes. Il est aussi transposable analogiquement dans le rapport entre le peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ses chefs. Donc ce que l'astrologie mondiale, c'est une astrologie qui va à tous les niveaux. Hein. Nous sommes, en tant qu'individus, embarqués dans un processus collectif, de toute façon. Donc, on peut très bien utiliser le modèle alpha-oméga pour des études de petits groupes, ou même de familles ou de couples, comme pour des études à une très grande échelle historique et politique. Ce n'est pas du tout incompatible. L'astrologie mondiale, elle est universelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Il n'y a rien qui lui échappe en quelque sorte. Mais elle n'est pas individuelle comme l'astrologie du thème astral dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est l'héritière d'une astrologie antérieure à la connaissance de la dualité planète-étoile. Et qui en même temps, malheureusement, pour elle aujourd'hui, mais c'est peut-être pas un problème, les étoiles fixes royales sont, à mon avis, un élément central de l'astrologie mondiale. Et ça, c'est un des grands oublis à la fois d'Abu Mazar et de Barbeau, qui n'ont pas tenu compte de ce facteur d'étoiles fixes royales, même si Abu Mazar tenait compte du zodiaque, en tout cas des 4 éléments.
puisque les 12 signes zodiacaux sont répartis entre les 4 éléments, mais Barbault, alors lui, il a complètement ignoré toute référence zodiacale dans son astrologie mondiale. C'était peut-être pas la plus mauvaise solution, quand on ne connaît pas les étoiles fixes royales, que de ne pas trop se soucier du zodiaque. Tout est relatif hein, dans les choix qu'on peut faire, mais il est certain que sa grande erreur, ce qui sera reconnu par la suite, je suppose, c'est pas avoir senti l'importance de cette dualité planète-étoile. Et d'avoir remplacé cette dualité planète-étoile par quelque chose de complètement fou quelque part, mais qui n'était pas, qui était quelque chose qui était instauré, c'est pas lui qui l'a créé, mais il n'a pas fait sauter ce problème, pas plus que Nicolas d'ailleurs, c'est-à-dire l'idée qu'il fallait remplacer les relations entre planètes par les relations entre planètes et étoiles. Et aujourd'hui encore, on entend une Nguyen qui dit que les aspects, c'est des relations entre planètes. Non, les aspects sont des relations entre planètes et étoiles. Et c'est là l'erreur à corriger absolument et impérativement. Alors donc le phénomène alpha-oméga, c'est un phénomène qui ne concerne pas directement les hommes, ni les chefs, mais qui les concerne de facto parce que en face d'eux, il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'il y a des choses il y a des opportunités ou d'absence d'opportunités qui se présentent selon la disponibilité du peuple ou des femmes et de leur environnement. Donc quelque part, l'astrologie nous parle de l'environnement des chefs, l'environnement des hommes, et en ce sens-là, c'est un outil extrêmement important pour la gouvernance. Même si j'entends bien la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes, pour elles, ce changement intérieur, il n'est pas lié à l'observation du réel, il est quelque chose qui se passe en elles-mêmes, qui vient du cosmos certes, mais qui se passe en elles-mêmes, et qui les oblige à percevoir les choses d'une certaine façon parce qu'il y a un changement intérieur, alors que les hommes, eux, sont beaucoup plus dans l'observation des choses, ils regardent ce qui se passe autour d'eux, et ils réagissent par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Donc ce n'est pas du tout la même démarche. L'homme doit observer les choses, il doit regarder ce qui se passe, il doit se méfier du langage, de la parole, qui est quelque chose de, pour moi, très féminin. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. L'homme doit être en quelque sorte sourd-muet. C'est un peu ce que Ulysse a voulu être quand il s'est fait boucher les oreilles et attacher à un mât pour ne plus entendre les chants des sirènes. Les sirènes, ce sont les femmes, évidemment. C'est là. Et quelque part, l'homme, au fond, le modèle masculin, c'est le sourd-muet. Celui qui dit, voilà, c'est ça, observez, regardez. Parce que, et je terminerai là-dessus, l'astrologie, ce n'est pas une pratique. L'astrologie est née ce n'est pas non plus. L'astrologie est une dualité, est une science de la dualité, qui va appréhender les dualités qui se font, les conflictualités qui existent autour de nous, et ça c'est la première chose, et qui va dire que ces conflictualités fondamentales, qui sont des conflictualités qui sont cycliques, c'est-à-dire qui passent par cette phase alpha et oméga, elles sont liées à un phénomène cosmique qui est la conjonction ou au contraire l'opposition, si on veut, entre Saturne et le cadran des étoiles fixes royales, qui correspond en gros à la notion d'écuille qui circule sur le cadran. Bon, on ne peut pas rentrer dans les détails, bien entendu, mais enfin, globalement, c'est ça. Et donc, effectivement, il s'agit de montrer que cette dualité, cette conflictualité, ces tensions sont liées à un signal cosmique particulier. Et la théorie des aspects n'est pas complètement idiote. Alors je me suis attaqué à elle d'une certaine manière en disant qu'il y avait deux écoles des aspects, c'est vrai, les aspects à base de 45 degrés, 80 degrés, et les aspects à base de 30, 60 degrés, 120 degrés. Mais ce qui est intelligent, bon, j'ai fait des restrictions à ce sujet, mais ce qui est intelligent, c'est d'avoir compris, d'avoir cru comprendre que
ces deux types d'aspects correspondaient à ces deux situations conflictuelles qui étaient la phase, je dirais, harmonique conjonctionnelle et la phase de dissonance, la phase harmonique alpha et la phase disharmonique oméga. Alors, ils ne l'ont pas parfaitement analysé, ils n'ont pas parfaitement compris le processus, mais en fin de compte, ils n'ont pas tort. L'astrologie n'a pas grand-chose d'autre à dire que le fait qu'il y a des périodes qui sont plutôt des périodes harmonisantes entre les différentes forces. C'est la période alpha. L'alpha, c'est le nœud, c'est aussi le joug. Et il y a des périodes qui sont dissonantes. Voilà. Donc ça, c'est pas faux. L'astrologie a certainement eu l'occasion au cours de son histoire de comprendre un certain nombre de dualités. Et ces dualités, elle les a mises en évidence. Elle n'a peut-être pas relié ces dualités correctement, mais en fin de compte, on s'apercevra peut-être un jour que le grand mérite de l'histoire de l'astrologie, ce n'est pas d'avoir mis en évidence les corrélations avec telle et telle configuration astrale, parce qu'on patauge même depuis pas mal de siècles à ce sujet, mais d'avoir compris qu'il fallait expliquer un certain nombre de phénomènes de dualité autour de nous, et peut-être dans certains cas, elle les a correctement décrits. En fin de compte, la théorie des aspects, qui est finalement un peu le parent pauvre de la tradition astrologique, parce qu'elle n'a pas ce côté brillant du symbolisme zodiacal, de la mythologie. Donc les astrologues, finalement, ils sont un petit peu réservés par rapport aux aspects, parce que c'est très schématique. Hein. Et la plupart des astrologues n'imaginent pas une seconde pouvoir faire de l'astrologie sans l'aide de toute cette symbolique zodiacale et mythologique. À mon avis, c'est une erreur de leur part. Mais effectivement, il faut avoir un esprit relativement austère, quelque part, pour dire que l'astrologie n'a pas grand-chose d'autre à dire, et c'est pourtant déjà beaucoup, que de dire si une période est plutôt favorable à l'harmonie des choses et des peuples et du monde, ou au contraire, va favoriser la dissonance et l'éloignement des facteurs qui auparavant étaient joints. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Moi, vous savez, et là justement, alors c'est peut-être désenchantant pour beaucoup d'astrologues de dire qu'il faut s'en limiter aux aspects. C'est pourtant ce que disait déjà Kepler il y a 400 ans. Il reste une espèce de côté rutilant du symbolisme traditionnel. C'est un peu le chant des sirènes, en quelque sorte, dont on parlait tout à l'heure. Mais moi, je ne suis pas du tout sensible à ce chant des sirènes. Et j'ai montré assez largement en quoi que cette symbolique-là est très suspecte au niveau de sa genèse, elle est très abîmée, elle est très délabrée, et elle est avant tout au départ de l'ordre de l'astronomie, c'est-à-dire que les astronomes ont pris la peine de vouloir simplement désigner les différents points du ciel, de se repérer comme on donne des noms à des rues dans une ville, tout simplement, ou on donne des prénoms à une fratrie. Bon, voilà. Alors, donc le sort d'André Barbeau, c'est d'avoir privilégié le fait que les différentes planètes avaient des noms différents pour créer une pseudo-différence entre des planètes qui sont semblables, mais qui sont dissemblables uniquement par le nom qu'on leur a donné. Or, le nom qu'on leur a donné, ça ne change pas leur nature fondamentale, qui est la même. Et au lieu de comprendre cela, de comprendre que, en réalité, la dualité, véritablement, c'était celle qui est visible entre d'un côté les planètes qui bougent et les étoiles qui ne bougent pas. Bon. Alors, c'est pas la peine d'utiliser tout un discours, tout un langage mythologique pour donner le change. Et bon, donc finalement, le grand piège, donc c'est le chant des sirènes. Le chant des sirènes, c'est de s'être laissé abuser par tout un symbolisme. Alors vous me direz, oui, mais alors qu'est-ce que vont devenir ces astrologues qu'est-ce qu'ils vont devenir Bon, écoutez, ces astrologues qui ont le thème astral, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire Moi, je répondrais d'abord, premièrement, que il y a par exemple l'homme zodiaque qui est intéressant, n'est-ce pas? La correspondance entre les parties du corps et les signes zodiacaux.
qui sont un support intéressant pour l'astrologie médicale. Et je rappellerai encore une fois quand même que nous devenons des êtres très, très particuliers et très individués quand nous sommes malades, aussi bien physiquement que psychiquement. Et quand nous ne sommes pas malades, eh bien finalement, nous sommes bien contents d'être comme tout le monde. Donc l'astrologie médicale a encore un certain avenir devant elle, si on veut.